Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Bon appétit. C'est parti pour un BBL sur Vue.js. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Manu. Je suis organisateur du GDG Lille, une association où on organise des meet-ups une fois par mois. La prochaine aura lieu le 5 mars, si vous voulez venir. Il y a Jean-François Garot de Cernance qui vient faire une conférence sur comment devenir speaker. Si vous avez jamais eu l'occasion de prendre la parole en public, bah venez, il va vous donner des petits conseils. Et comme on est joueur, au mois de mars, on en fait 2. Le 12 mars, on fait un GDG sur comment étendre Kubernetes. Donc, allez sur meetup.com, les inscriptions sont ouvertes. Sinon, je travaille aussi chez Dedica. Je suis consultant web. Je suis à la fois de la réalisation, du React, du JS, du Angular, de l'expertise, de la formation, des conférences. Je rencontre des gens qui utilisent des produits open source pour répondre à leurs questions et les remonter également toutes les problématiques que vous pouvez avoir directement aux équipes qui développent ces produits. Et enfin, moment pub, on en avoir en marge du 6 mois. Je suis organisateur du DevFest Lille, une conférence qu'on organise pour la 3e édition. Cette année, ça aura lieu le 14 juin au Kinépolis. On va avoir, c'est marqué plus de 700 personnes, mais on est plus à 800. 800 personnes le jour J, 30 confs dans la journée, donc 4 salles différentes. Des bonnes salles, c'est Kinépolis, hein, donc c'est vraiment un grand écran avec ça, on va être bien. Les billets sont en vente, vous pouvez vous procurer ou vous les faire acheter par votre chef. Commandage GFI, tout ça. C'est fait déjà ? Ouais. Parfait. Donc c'est 40 € la place pour une journée de conférence. On va annoncer très prochainement, genre cette semaine, quelques top speakers pour vous donner envie de venir. Voilà pour mon moment pub. Alors, je n'ai pas de slide, comme d'hab. Qui n'est pas développeur web dans la salle? Une personne. 2. Qui n'a jamais fait de Vue.js? À part les 2 personnes qui sont pas développeurs web. Une personne. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà les bases en Vue.js. Comment? Donc, le but... alors, j'avais une conf déjà toute prête sur les bases de Vue.js. Mais j'ai voulu changer un peu pour aborder d'autres points, notamment quelques petites astuces à avoir, quelques tips and tricks sur le framework. Et également parler rapidement des nouveautés du framework qui vont arriver dans la 2.6, ou qui sont arrivées dans la 2.6, ou qui vont arriver dans la version 3. Alors c'est la première fois que je la donne, donc j'ai une petite anti-sèche, je m'excuse. Pour ceux qui m'ont déjà vu en conférence sur le même sujet, je commence toujours par la conclusion. Ceux qui étaient chez AXA il y a 15 jours, ils s'en souviennent. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire que Vue.js est mieux qu'Angular ou React est mieux que Vue ou Vue est mieux que l'autre, sans donner d'argument autre que c'est tout, c'est mieux, tais-toi, vous me l'envoyez, lui fait quelque chose, je ne sais pas encore, mais vous pouvez me l'envoyer et puis il y aura une longue discussion. Pourquoi je dis ça? Parce que j'en ai marre, que certains développeurs pas disent du mal ou préfèrent une autre techno parce que voilà, pour essayer la meilleure techno qu'il faut utiliser pour n'importe quel use case, pour n'importe quel projet, pour n'importe quel client. Pour moi, c'est faux. Les 3 frameworks qu'on connaît le plus, React, Vue et Angular, faut pas se mentir, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même philosophie de développement, c'est ce qu'on appelle la programmation orientée composants. On va créer des composants, on va les agréger entre eux pour à la fin créer une page. On fait ça en React, on fait ça en Vue, on fait ça en Angular. La seule chose qui va différencier ou qui va vous faire choisir telle ou telle solution, c'est votre habitude à l'utiliser. Est-ce que je suis plus à l'aise à faire du React ou est-ce que je suis plus à l'aise à faire du Angular? Moi, si j'ai le choix pour un nouveau projet, je vais prendre du Angular parce que c'est le framework dont j'ai plus d'habitude.
dont j'ai commencé à jouer avec au début d'Angular, il y a 3-4 ans. Je vais tout de suite me tourner vers cette solution-là. Mais c'est pas la même chose pour une autre personne. C'est juste les habitudes qu'on a qui ne sont pas les mêmes. Dans les prochaines versions des 3 frameworks, c'est ma vision, je me trompe peut-être, on n'aura pas de grandes nouveautés, de killer features comme on a eu dans les dernières versions des 3 frameworks. Sur quoi ils vont se battre? Ils vont se battre sur la taille du livrable et les performances du framework. Et sur l'outillage. Vous pouvez regarder les release notes des différents frameworks. À chaque fois, ils se disent on a diminué d'autant la taille du bundle. On est autant de fois plus performant par rapport à la version précédente. Grâce à un protocole pour les IDE, mon intégration dans les IDE est encore mieux qu'avant. Vous regardez les 3 frameworks, c'est toujours le cas. Il n'y a pas de nouvelles features, à part les hooks en React qui vont être rajoutées dans Vue. Il n'y a pas de nouvelles killer features dans les versions des frameworks qu'on utilise. Bonjour. Voilà pour la conclusion. C'est fini. Vous pouvez repartir. Alors, j'ai pas de slide, j'ai pas d'application. On va tout refaire à la main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. C'est interactif. Et je peux répondre à vos questions. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je parle beaucoup, désolé. C'est des petits trucs que je vois souvent chez des clients qui me fatiguent. Des trucs cool qu'on ne connaît pas trop, et puis des trucs que j'ai appris hier, et la nouveauté de Vue 3, le gros programme. Alors, on va commencer par générer une application Vue. Alors, je vais me mettre dans mon répertoire. Tout le monde voit, ouais, je vais essayer de zoomer un max. Mais... Alors, comme tout, vous allez entendre dans mon discours que souvent je dis comme les autres frameworks du marché, juste pour vous remettre une couche que les 3 sont un peu ISO en termes de fonctionnalité. Fournit ce qu'on appelle une CLI qui va vous permettre de bootstrapper un squelette d'application. Je vais appeler link value 2 parce que j'en ai déjà un. Qui va vous permettre de créer un squelette d'application et va vous poser des questions sur qu'est-ce que tu veux dans ton projet. Je vais sélectionner à la main les features, comme ça on va les aborder. Je suis un fou, je vais tout sélectionner. Babel, tout le monde connaît, c'est le petit transpiler qui prend du code JavaScript nouvelle génération qui se génère pour JavaScript pour 8. TypeScript, langage de Microsoft, qui est une surcouche à JavaScript qui rajoute du typage. Quand on parle de typage à des développeurs JavaScript, souvent ils ont peur. Souvent c'est une aberration pour eux. Je disais ça aussi au début, mais quand tu commences à l'utiliser dans la vie de tous les jours, tu te dis c'est quand même assez cool. Et d'ailleurs, il y a bien sûr Angular qui se base sur TypeScript. Il y a Jest, le framework de test unitaire qui a été réécrit en TypeScript. Et dans la prochaine version de Vue, le code de Vue a été réécrit en TypeScript aussi. Donc ça aide un peu. On va tout rajouter. Progressive Map, pour revenir en parler en AWS, c'est des fonctionnalités pour que l'expérience utilisateur de votre application se rapproche au maximum de celle de l'application native. Donc pouvoir utiliser une application en mode offline, etc. On va avoir plusieurs pages, donc il faut un routeur. Le routeur, c'est ce qui nous permet d'associer sur tel chemin mon URL qui charge tel composant. Donc encore une fois, tout élément dans une application Vue.js ou Angular ou React, c'est du composant. Vuex. Alors pour ceux qui ont fait du AngularJS, nos copains de GFI, il y en a peut-être d'autres, hein, mais on a tous fait cette connerie-là où on devait faire communiquer des composants entre eux, les composants ne se connaissaient pas, n'étaient pas au même niveau. Donc on avait la très bonne habitude de faire un emit vers le composant, le root scope, historiquement c'est ça. Ça fait des années que je fais d'AngularJS. Et lui, il faisait un broadcast pour envoyer tout ça à tous les composants. Et après, on avait des problèmes de perf parce que tous les composants sont générés. Et c'était un peu le bordel. Vuex, c'est la même philosophie que Flux, Redux en mode React. Ou un peu NGRX dans mon Angular, c'est d'avoir une seule source de vérité pour la gestion des données, le store, dans lequel on va définir l'état initial de mes données et également les mutations. Qu'est-ce que je peux faire dans mon store? Je suis nul en CSS, mais on va prendre des préprocesseurs. Donc là, c'est SAS ou LESS ou Stylus qui va nous permettre d'avoir les nouvelles syntaxes. On va limiter notre code, on va faire des tests unitaires et des tests d'intégration.
Donc là, il nous pose certaines questions en fonction de ce qu'on a choisi. Donc, oui, je veux utiliser Babel. Oui, je veux utiliser le routeur. Dart SAS, non. Je vais prendre Node, TSLint. Je vais linter à chaque fois que je sauvegarde un fichier. Quel framework de test unitaire je veux? Jest. Vous allez voir, il y a des fonctionnalités que vous connaissez peut-être tous. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de Jest, il y a moi, l'outil en CLI, je trouve ça ouf comme ça. Et Cypress aussi, parce que c'est mon petit, le petit produit que j'utilise de plus en plus en ce moment, et je trouve ça cool aussi. Tac. Et si vous voulez avoir la même configuration pour tous vos projets, vous pouvez dire sauvegarde-moi toutes mes réponses là. Je vais le nommer Zenica, et ensuite je vais pouvoir le réutiliser plus tard si j'ai d'autres projets à bootstrapper pour un autre client, pour un autre projet. Le temps que ça installe la terre entière, comme toute solution, j'aurais dû faire ça. En fait, j'aurais dû faire ça avant. C'est pas grave, on va ouvrir déjà le fichier, le projet. Alors, tech, workspace, testbed. Testbed, une value 2. Ah, il n'y a pas tout génial, c'est dommage. On va attendre musique d'ascenseur. Ça fonctionne bien d'utiliser du TypeScript dans du Vue.js? Je l'ai jamais fait sur de vrais projets. Je vais le faire aujourd'hui en mode t'inquiète. J'ai envie de tester. Mais après, c'est pas. Mais on peut parler de ça. TypeScript, c'est juste une surcouche. Ça va juste rajouter le typage qui sera pas déployé en prod. Donc au niveau impact, pas grand chose. Après, tu as les décorateurs. Les décorateurs, c'est les annotations que tu vas mettre sur tes propriétés ou sur tes classes qui va te permettre de configurer ton composant. Donc ça a sûrement un léger coût, mais c'est très 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 limité parce que tu as un appel de fonction derrière, mais c'est très bien. Donc là, j'ai mon projet. Si je ferme ça et je fais ça, j'ai mon magnifique projet qui a été créé. Très bien. Depuis Vue CLI 3, on a une interface graphique comme Angular console, Vue à Vue UI, qui nous permet de, alors désolé le contraste de la couleur est pas top, qui vous permet d'avoir accès au cycle de vie de votre application, lancer des scripts NPM pour zoomer. Donc là j'ai mes scripts NPM qui sont définis dans mon paquet.json. Je peux lancer les tests, je peux lancer les tests unitaires d'intégration, etc. Depuis l'interface graphique. Je peux voir les plugins Vue qui ont été installés. Je peux voir les dépendances. Je peux voir. Alors là je ne vois pas, mais s'il y a une dépendance qui est plus à jour, bah, ils vont le dire. Bah voilà. Ici, j'utilise la 23.10.5 et il y a une nouvelle version qui a été mise à jour, la 24.0. Ça permet d'avoir une petite visualisation des gestions de mes dépendances. Donc tout ça, vous pouvez le faire en ligne de commande. Hein. Voir si une dépendance n'est pas à jour, npm outdated. C'est là, pour ceux qui ne connaissent pas. Outdated, hein, c'est pas sur deux lignes, je connais. Normalement, ça va me dire les dépendances qui ne sont pas à jour. Donc là, j'en ai 4. Une autre commande. Je ne sais pas si vous connaissez npm audit. Qui ne connaît pas npm audit? Ajoutez-le cet après-midi dans votre... Non, ça dépend des projets. Si c'est un projet qui date de plusieurs années, que vous n'avez jamais mis à jour, ne le faites pas, parce que vous allez envie de merder. C'est comme quand vous avez plein de tests qui ne marchent pas, vous ne les réactivez pas, parce que ça va planter votre CI. Moi, je rajoute npm audit dans ma CI et Jenkins ou n'importe quoi. À chaque fois que je commit un truc, je vais vérifier est-ce qu'il y a des failles de sécurité dans mon projet. Parce que là, npm audit, d'ailleurs, il y en a là. Ouais, ça nous embête en ce moment. Il y a une faille de sécurité, plusieurs même, 63. Donc moi, dans ma CI, si j'ai une faille de sécurité, mon 18 ans. Vous pouvez l'ajouter, ça coûte rien. Ok. Les tests unitaires. Si on regarde, si vous ne voyez pas, vous le dites hein, comme vous êtes loin.
les scripts qui sont mis à disposition dans Vue CLI sont un peu cachés du développeur. Ils font toujours appel à Vue CLI Service pour l'exécuter. Comme dans la configuration qu'on a choisie, on a choisi Jest, qui est un framework de test unitaire développé par Facebook pour lancer nos tests. Quand je vais taper Vue npm run test unit, on va avoir Jest qui va s'exécuter. Donc si on le fait devant vous, là, magnifique, j'ai qu'un seul test, j'espère qu'il prend pas. Il ne prend pas. Comme toute solution de test, on a le mode watch qui nous permet de lancer les tests dès que je modifie un fichier de mon application, les tests seraient exécutés. Là, j'ai un menu, et franchement, dès qu'on commence à l'utiliser, c'est super cool. Pour ceux qui font du Angular, par exemple, où c'est pas possible de faire ça, ou quand je veux lancer qu'un seul test, je dois mettre fit ou git sur ma méthode pour dire exécute que celui-là. Moi, ça m'emmerde, c'est filmé. Ça m'embête de modifier mon test pour indiquer lance-moi que celui-là. J'aimerais bien avoir un moyen en ligne de commande pour dire lance-moi que ce test-là parce que je suis en train de travailler sur celui-là. Donc avec Jest, c'est possible. Vous pouvez lancer soit tous les tests, bon, c'est pas ce que je voulais faire, soit lancer tous les tests avec A, soit lancer les tests qui ont failé, soit lancer les tests en fonction d'une expression régulière. Donc là, si je fais P et je tape une expression régulière, je sais plus comment il s'appelle mon truc. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, si je fais point test.test, ah. Comment ça s'appelle? Je sais plus si c'est des blocs patterns ou. P. Ah, c'est une vraie expression régulière. Donc là, il m'a lancé que le spec.test. Je peux avoir une granularité plus fine. Donc là, c'est super cool. Ensuite, la deuxième fonctionnalité super cool, c'est npm test e2e. Ça, je l'ajoute chez tous mes clients en ce moment. C'est les tests end-to-end. Alors, on l'a depuis des lustres, mais moi, ça me frustre à chaque fois que je dois faire des tests Angular avec Protractor, ou des tests Nightwatch, ou des tests, je m'oublie, j'ai un jar à télécharger. Donc là, il vient de monde JavaScript, télécharger un jar, c'est un gap, c'est une barrière à surmonter, parce que toutes ces solutions se basent sur Selenium, qui vient du monde Java, et donc il y a un jar à télécharger pour faire le bridge entre mon code JavaScript et le navigateur que je dois attaquer. Là, Cypress, alors c'est tout petit parce que le zoom n'est pas top. Cypress se lance via une interface en graphique ou en ligne de commande également pour la CI. Se base sur Electron. Dans la prochaine version, dans Cypress 4, ils vont supporter le multi-navigateur. Pour l'instant, il n'y a que Chrome qui est supporté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vais lancer les tests, donc là j'en ai qu'un seul, parce que c'est ceux qui ont été générés par Vue CLI, j'aurai à gauche toute ma suite de tests et à droite le résultat. Et si je veux voir quel était l'état de ma page lors de l'exécution de cette étape, j'ai juste à cliquer. Donc là, je clique sur la deuxième ligne, la contains. Bah, à droite, j'aurai l'état de ma page à cette étape-là. Donc c'est assez sympa pour débugger, pour voir, tiens, mon test est lent, pourquoi. Comme ça se base sur Electron, qui se base lui-même sur Chrome, on a les DevTools de Chrome aussi pour débugger. Donc là, je peux inspecter mon code HTML. Si je suis pas sûr de mon sélecteur CSS à utiliser, bah, on a tout ce qu'il faut. La fonctionnalité qui est sympa, mais qu'il ne faut pas abuser, parce que c'est pas magique, qui a jamais eu un problème à trouver le sélecteur CSS unique à utiliser dans les tests end-to-end pour pouvoir sélectionner que cet élément-là et pas son voisin. Cypress met à disposition, je ne sais pas si vous voyez ici à gauche, pardon, il y a une petite loupiote. Si je clique dessus et je sélectionne mon élément, il me met le sélecteur à utiliser pour interagir avec cet élément-là. Donc à partir de ce sélecteur-là, je peux rajouter, tiens on va le rajouter d'ailleurs. Si je fais, je sais plus comment il s'appelle, test, end-to-end, spec,
On va rajouter ça. Là. Contains, mon sélecteur, il contient quoi? Il contient un stop. Donc là, il doit recharger normalement. Alors le zoom est trop grand pour moi. Ah si, il l'a fait en fait. Donc là, il a bien mis que ça marche. Si, juste pour vous montrer que je ne vous truande pas, si je mets autre chose, là, il plante en fait. On n'a plus à faire de wait for, comment on appelle ça, c'est les wait for visible, quelque chose comme ça, où on pouvait gérer nous-mêmes le timeout nécessaire pour qu'un élément HTML soit visible. Là, c'est lui qui le gère, il a un timeout qui est de 4 secondes, je crois, le max. Donc pendant 4 secondes, il teste, et si on n'a pas de timeout, et que l'élément n'est pas là, il plante. Donc là, c'était Cypress. Et super cool aussi, en CI, si vous voulez savoir pourquoi votre test n'a pas marché, et comme vous n'avez pas d'interface graphique dans la CI, il peut aussi enregistrer des vidéos. Après, vous regardez la vidéo et puis vous savez pourquoi ça marche pas. Donc la vidéo, c'est le résultat de notre page, de cette page. Donc ça, c'était Cypress. C'est intégrable aussi, donc là, il y a des erreurs, mais ça, c'est mon multilinker, c'est pas très grave. Il y a aussi une intégration que j'ai fait chez un client avec ClickBomber. Je sais pas s'il y a des gens qui font des tests BDD. Mais ça, on a mis chez un client à Toulouse où ils écrivent leur code en Gherkin et il y a un préprocesseur qui fait la relation avec des commandes Cypress pour que ça marche super bien. Ok. Si on regarde le projet, donc là, j'ai commencé par les tests. On va regarder l'application. J'ai choisi le TypeScript que j'ai envie de tester. C'est la première fois que je fais un FCoding sur TypeScript avec vous. Donc on verra. On retrouve à peu près la même philosophie qu'une application pure JS. J'ai mon fichier principal qui nous permet d'injecter un composant app dans un élément qui contient l'ID app. J'ai mon routeur. Mon routeur, c'est celui qui va faire la liaison entre une URL et le composant à charger. Et j'ai le store. Le store, pour l'instant, il est vide. En fonction de mon débit de parole, on fera peut-être quelque chose. C'est là où on va mettre nos données, nos mutations, nos actions. Si on regarde le composant app, non, on va regarder le composant app qui est ici. Pour ceux qui n'ont jamais vu de vue, l'une des pratiques qu'il propose, c'est de tout mettre dans un fichier .vue. Donc on aura un bloc pour le template HTML, on aura un bloc pour le style, et si mon composant a besoin du code JavaScript, il y aura un bloc pour JavaScript. Là, il y en a pas beaucoup. Pour l'instant, un peu comme en React il y a quelques temps, ou AngularJS sur ce cas aussi, je sais plus. On est obligé d'avoir un élément racine dans notre code HTML. Je ne peux pas avoir deux éléments frères au même niveau, ça va planter. Donc dans les prochaines versions, dans Vue 3, ils vont rajouter des fragments comme en React pour pouvoir regrouper deux éléments frères dans un composant. Donc là, mon composant app, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche juste mon navigateur. Donc mon navigateur, c'est... Donc ça, je vais fermer ça en fait. Mon navigateur, c'est... Je ne vais pas lancer. Je ne sais plus sur quel port je suis. 8000. Non. Ah, je ne pas lancé en fait. Je ne pas lancé du tout. Je me trompe une fois sur deux. Merde. C'est grave. Donc en attendant, donc là il va m'afficher mon menu en haut, et là j'ai un router view. Le router view, c'est le composant du routeur qui va nous permettre d'insérer le contenu de notre page, qui est dépendant de l'URL sur lequel je suis. Donc si on regarde le routeur qu'on a vu tout à l'heure, quand je suis sur la page principale, il va m'instancier, il va me créer un composant home, et le résultat de cette instanciation, il va le placer à cet endroit-là. Comme ça, le code HTML qui est au-dessus ou en dessous, comme il ne bouge pas, quelle que soit la page sur laquelle je suis, il restera statique. Donc là, normalement, on va avoir un magnifique résultat. C'est sur port 8080.
Et d'ailleurs, là, je change de sujet. L'interface graphique, là, le GUI, c'est développé par un Français, Guillaume Chaud, qui travaille à Lyon. Ça coûte rien. Si on regarde le composant Home, donc là, vous voyez bien le menu, et tout ce qui se trouve en dessous du menu, c'est le composant Home qui est affiché quand je suis sur la page principale. Donc là, on retrouve une image qui est ici, et ensuite, j'ai un autre composant vue qui sera en charge d'afficher tout le bas de ma page. Ok, très bien. On va regarder directement celui-là et le voir. Sinon, ça va être un peu de teasing sur ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc là, on retrouve mon HTML. On retrouve le bloc TypeScript et on retrouve le bloc de feuille de style. Bien évidemment, mon navigateur ne supporte pas les fichiers .vue. Si je lui donne ça à manger, il va me dire que des chevrons, des tags dans un fichier que je pense être JavaScript, ça marche pas. Je vais faire un parse failure. Et donc il y a notre fameux outil que tout le monde utilise, mais que c'est pas configuré, Webpack, qui va prendre les fichiers .vue et va nous générer le code nécessaire pour l'exécution dans le navigateur. Donc là, c'est pas à vous à le faire, c'est la communauté des vues qui vous le propose. Et voilà le code TypeScript. Ça ressemble étrangement, comme je me recite, les trois frameworks sont assez similaires. Un composant, on va essayer d'éviter de créer un composant usine à gaz qui fait tout, même le café. On va plutôt créer des petits composants et ces petits composants, on va les agréger un peu pour créer des plus grands, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la page. C'est ce qu'on appelle l'atomic design dans le monde de France. Donc là, mon composant, il fait pas grand chose. Son but, c'est juste d'afficher ça, puis les liens qui en dessous. Un composant, on va éviter qu'il soit statique. On va essayer de le rendre paramétrable pour pouvoir le réutiliser à plusieurs endroits avec un jeu de données différent. Donc là, moi, la propriété qui était différente, qui est paramétrable, c'est le titre. Donc pour redéfinir un paramètre d'entrée, comme en React, on définit une prop, on lui donne un petit nom, et ce petit nom-là, comme c'est une variable d'instance de ma classe, je peux l'utiliser dans mon code HTML. Grâce à la syntaxe des moustaches, ici j'insère le résultat de l'expression JavaScript message. Si programmatiquement je change message dans un div pour message égale photo, mon interface graphique va être mise à jour également. La synchronisation se fait dans les deux sens. Ok, très bien. Là, qu'est-ce qu'on peut voir de différent, vous n'avez peut-être pas l'habitude, c'est le typage. Donc là, je dis que ma chaîne de caractères est toute faite. Les décorateurs, pour les javaïstes, les notations, ça fait la même pratique. Ça a été initié par des développeurs d'Angular.js, un autre framework, j'ai oublié son nom, Cats, ouais, j'ai oublié son nom. C'est très utilisé en Angular, et en fait, ça va être standardisé en JavaScript. On peut déjà utiliser des décorateurs en pur JavaScript dans React, j'en ai déjà fait moi. Dans une librairie drag and drop, on rajoute juste dropable et dragable sur un composant, et par magie, c'est un mécanisme drag and drop. Donc on va l'avoir nativement en JavaScript, mais c'est encore une fois TypeScript qui a proposé cette fonctionnalité. Alors, c'est encore filmé, mais on va me tuer, mais c'est pas grave, je le dis quand même. TypeScript, on n'aime pas, mais c'est quand même grâce à des librairies tierces ou à des langages que les standards évoluent. Les standards sur les web components ont évolué parce qu'il y a des frameworks comme Angular, Vue et React pour travailler sur le sujet. JavaScript évolue parce qu'il y a TypeScript derrière qui propose de la fonctionnalité. Donc les décorateurs, c'est un truc, mais un jour, il y aura peut-être un typage en JavaScript. J'ai trop de bêtises. Ok. Faut savoir que là, j'utilise un module supplémentaire pour avoir cette syntaxe, Vue property décorateur. Mais dans les prochaines versions de Vue, dans 3.0, comme Vue sera écrit en TypeScript, le support sera encore beaucoup plus simple que l'heure actuelle. Là, c'est simple parce qu'on l'a fait via le CLI, mais là, ça sera intégré de base dès qu'on utilise. Ok. Et pour dire que c'est un composant,
j'ai oublié. On a le décorateur add component. Et ce qui est cool avec le typage, c'est qu'on peut faire du contrôle-clic. Qu'est-ce que je peux mettre et voir les propriétés nécessaires pour cette propriété-là. Là, par exemple, je vois que mon add component prend en entrée un component option pardon. Et c'est grâce à cette propriété qu'on va pouvoir configurer notamment les components que je souhaite utiliser dans mon template, etc. Ça, on verra ça juste après. Ok, donc on va essayer de builder mon application. Terminé. J'ai encore beaucoup trop de contenu pour une heure. Ah, ça je vais pas faire ça. npm run build. Qui n'a jamais entendu parler du lazy loading des modules de composants lazy loading dans le monde JavaScript, que ce soit React, Vue ou Angular. Qui n'a jamais entendu parler de ça? Une. Et qui ne le fait pas? Ça, qui connaît mais ne le fait jamais? Il y en a qui le font? Moi, à chaque fois que je dis une application, personne ne le fait. J'ai des applications de 5 mégas après, mais alors, désolé pour le... Attends, je vais faire comme ça. On va prendre complet. Donc, Vue et Webpack, c'est pas que Vue, propose de pouvoir lazy loader une partie de l'application pour réduire la taille du bundle initial. Parce que, par exemple là, quand j'ai buildé, dans mon application qui a été générée, j'ai une deuxième page qui est about, et j'ai ma page principale qui est dans app, je suppose, et j'ai tous mes fichiers, toutes mes dépendances dans chunk. Donc le chunk et le app, c'est normal, par défaut c'est ça. Mais on verra que dans la configuration de mon routeur, je vais indiquer que pour tous les composants qui sont dans la page about, au lieu de mettre dans le fichier JavaScript principal, app, tu le mets dans un fichier à part. Et ce fichier à part va nous permettre de le télécharger en lazy loading par le navigateur. On a quand même une chance dans les navigateurs de pouvoir envoyer 6 requêtes en HTTP normal, 1.1, d'envoyer 6 requêtes HTTP simultanées. Alors il vaut mieux avoir 6 requêtes pour récupérer des JavaScript qu'une grosse qui fait 5 mégas. Donc c'est possible en Vue, c'est possible en Angular depuis très longtemps, en Angular pardon, et c'est possible en React nativement depuis l'une des dernières versions qui contiennent le numéro. Donc là, si on regarde le composant dans le routeur, j'ai juste à dire, quand tu me charges le composant là, tu m'importes le fichier about.vue. Alors c'est quoi la magie derrière ça? En fait, c'est une fonctionnalité de Webpack qui est très basique. Webpack 101 en 5 minutes. Comment ça marche? Webpack, c'est initialement, maintenant ça fait un peu trop de trucs à mon goût, initialement c'était de prendre tous les modules JavaScript qu'on a dans notre application, de les agréger, les ordonnancer et tout ça, et puis de me cracher un fichier JS à la fin. Comment il fonctionnait? Il regardait mon premier fichier, mon main.js. Dans ce main.js, il regardait les imports. Donc là, j'en ai 5. Dans chaque import, il regardait les imports, ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier niveau. Donc grosso modo, il avait une grappe d'imports en mémoire. Il réordonnançait pour pouvoir importer les bons trucs au bon moment. Et une fois qu'il a tout réordonnancé, il crachait tout dans un fichier JS. Alors pourquoi notre composant about, je ne l'ai pas dans le fichier JS final, je l'ai perdu? C'est parce que ici je le configure en chaîne de caractères. Donc il n'est pas importé du tout. Donc il ne sera pas dans le fichier principal app.js. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que si j'ai des composants qui sont en commun dans mon app.js et dans mon about.js, ils sont en double? Bien évidemment que non. Webpack est assez intelligent pour éviter de vous donner des choses en double dans le JS général. Donc, grosso modo, si vous avez des composants dupliqués, ce composant dupliqué va se trouver dans le fichier app.js principal.
Ok, on va faire un truc qui me gave. Comment? Sur cette partie-là, c'est explicite, il faut le faire. Ouais, les eloding, oui. T'as déjà utilisé Parcel? Parcel, non. Ouais, je connais, mais non, j'ai jamais utilisé. J'ai l'impression qu'en Parcel, dès qu'on a deux composants, il fait automatiquement les images. Ah ouais? On n'a rien à dire. Donc, t'as un fichier JS qui est téléchargé par composant? Il compile, on peut regarder les deux. J'ai remarqué Ouais. qu'il est, Faudra que je regarde. à chaque fois que j'utilise deux champs, séparément, parce que tu le fais Okay. manuellement. Faudrait que je regarde. Tu peux regarder si c'était du réel les idées. Ouais. La grosse différence avec Angular, c'est que là, ton composant sera téléchargé même si tu ne vas pas sur la page. Donc, grosso modo, c'est au lieu d'avoir une seule requête, bah, tu en auras ici deux. En Angular, on a des stratégies différentes. On peut dire, tu me télécharges le JS de cette page-là seulement si j'y vais. Donc, il faut faire attention si le JS de cette page-là fait 3 mégas. Le moment où je clique dessus et le moment où la redirection se fait, bah, il y a le temps de téléchargement plus de 3 mégas. Donc voilà. Et après, on peut créer nos propres stratégies aussi. On peut créer une stratégie, bah, tu me télécharges le truc dès que le navigateur affiche la page, de base, mais tu ne me télécharges que si la personne connectée a les droits. Déjà, c'est un premier check qu'on pourrait faire. Mais là, on peut pas faire en vue pour l'instant. Un truc qui me gave, qui me gave bien en fait. Niveau de gavitude, là, il est fort. J'installe toute une librairie que tout le monde installe. Moment. Quand je fais les audits, je commence par ça. Je dis, génère-moi ton bundle final, 5 mégas, je lui dis, tu utilises Moment. Ouais. Alors, Moment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour formater des dates. Qui est très cool, hein, qui est très bien. Même si on a un truc natif en JavaScript pour le faire maintenant, mais qui s'appelle INTL. Je le mettre où? En fait, je sais même pas où le mettre. Je vais le mettre là. On va faire un truc con. Import. Moment. From. Moment. Et là, dans mon constructeur, niveau use case, c'est pourri. Hein. Après, il va nous demander de faire un super. Console.log de moment de new date point je suis là point format. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Si je viens ici, si vous voyez peut-être pas, mais grosso modo j'ai une date. On s'en fout de la date. Moi, ce qui me fatigue, si je reviens ici et je régénère mon build. Donc là, je vais dire quelque chose de bien dans React. Il le gère ça. Ils ont la compilation nécessaire pour éviter ce genre de problème. Pas Angular, pas Vue. Et là, si j'utilise un outil comme Source Map Explorer, alors, il faut que je change parce que mes noms de fichiers sont plus les mêmes. NPX, pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'évite de faire un -g de mes dépendances. Donc dist.js, on va dire que c'est le vendeur que je veux tester. Et dist.js map. Ça, c'est la représentation des modules de mon application. Alors, vous ne voyez pas, c'est peut-être pas grave. En fait, tout le gros pavé, hein, tout ça, tout ce qui est visible au milieu, c'est Vue en fait. C'est Moment. Votre application, je ne sais même pas où elle est. De toute façon, elle fait rien votre application. Mais Vue, c'est ici, là. Par défaut, Vue, même s'il y a une issue qui traîne depuis des lustres, il ne faut rien dessus. À chaque fois, je dis Vue, mais c'est Moment dont je parle. Importe toutes les locales, même celles que vous n'utilisez pas. Donc là, si je regarde vendor. Dans mon build ici, de 10, pardon, 10 JS vendor, si je cherche DE pour Dutch, bah, il doit être par là, je sais pas ce que c'est, UZ latin. Bref, il gère toute la terre entière.
C'est ce qui compte. Et puis, on a souvent le même problème aussi en lodash. Si on apporte lodash en format moche, enfin, on apporte tout. Le but, c'est que votre fichier JS soit le plus petit possible. Alors, on a... Sur ces problématiques-là, c'est lié aux langues. Tu peux dire normalement que tu importes. On peut? Oui, c'est ce que je fais. Oui. Juste l'anglais, le français. Ouais, mais comment tu utilises... Quand tu fais importer le moment/long/fr, hein, ça importe le français, mais juste avant, tu as bien importé le moment. Je crois qu'il faut changer un peu parce que si tu fais. Ouais, là, c'est la version actuelle. Là. Ah oui. Parce que moi, j'étais obligé de les charger pour qu'ils me mettent en français. Sinon, je l'avais pas. Par défaut, il est en anglais, donc là, il faut que tu importes la locale. Mais peut-être que le fait de l'importer, ça te l'ajoute en tant que local par défaut. Mais tout le dictionnaire de local est disponible. Par défaut, je l'ai en anglais. Et moi, j'importe le français en plus. Parce que je suis sur ce français. Là, j'ai rien importé, là. Ouais, à tester. En tout cas, là, j'ai rien fait. Moi, je il te charge tout. Voilà. Peut-être le site il est Ah, peut-être. Moi, à l'époque, c'était comme ça, en tout cas. Et en tout cas, les clients, ils apportent. Ils se posent pas la question, ils ont ça. Donc, le but, c'est que le bundle final soit le plus petit possible. Donc, il y a un gros mot qui sort en ce moment, c'est du code free-shippable. C'est de rendre possible à Webpack de supprimer tout le code qui n'est pas encore utilisé. Mais si on l'aide pas un peu, il ne sait pas quoi supprimer, donc il rajoute. Alors, comment on va pouvoir faire ça en React ou en n'importe quel framework, on n'a pas la configuration de Webpack. Pourquoi on n'a pas la configuration de Webpack? C'est parce que les mainteneurs n'ont pas envie d'être embêtés sur les issues GitHub de certaines personnes qui modifient le fichier Webpack sans le savoir et disent après ça marche plus, bah ouais, mais tu as modifié le fichier. Donc par défaut, le fichier est caché. Angular, on peut même plus le récupérer. Il y avait une commande avant qui s'appelait ngeject, on peut plus. React, je sais plus si on peut le faire. Vu dont on a fait ça un peu différemment, on peut modifier la configuration Webpack. On va essayer de le faire. Comment on fait? Comment? Non. Des fois, il faut le faire aussi. Hein. Alors déjà, on a une commande vue inspect. Qui me met grosso modo le résultat de ma configuration Webpack à l'instant T. Donc si je fais des modifications, mes modifications vont se voir ici. Comment on fait pour modifier Webpack? Alors, la règle de dommage, c'est d'avoir un fichier à la racine, un énième fichier à la racine du projet, qui s'appelle vueconfig.js, dans lequel je vais copier-coller honteusement un truc que j'ai fait hier. C'est ici. Alors, c'est pas celui-là. Excusez-moi. C'est ça. Il y a un peu de ça. Et il y a un peu de. Il y a un peu de. Je l'avais tout à l'heure. Tac. Donc là, on peut surcharger Webpack. À mon avis, on doit mettre plugin. Et là, on peut rajouter des plugins Webpack qui sont dans le bundle d'origine de Webpack. Ou bien des plugins externes. Webpack. Donc là, ce que je dis, c'est quand tu vas me construire mon arbre de modules, là, dès que tu trouves un module qui vient de moment et qui finit par local, prochain local, n'importe quoi. Mais en effet, si je l'importe en dur, j'importe tel local, là, ça va marcher. Si je régénère mon bundle, il est déjà 30, le temps passe vite. Faut pas les croiser. C'est pas grave. On verra que le résultat du NPX source map est différent. List, JS, vendor, JS.
Vendor. Là, on voit plus nos ments. Si, on le voit là, mais on voit plus le local. J'ai pas fait le delta du livrable, on aurait pu le faire. Mais ça joue pas mal. De toute façon, si votre truc il fait 5 mégas, souvent c'est du moment ou du loadage qu'on apporte, pas pour vraiment. Ok. Je sais pas si vous avez vu, quand j'ai fait un build, je dois l'avoir encore là. Vu CLI me génère un service worker qui est le fichier nous permettant de rendre compatible notre application en Progressive Web App. Donc c'est lui qui va pouvoir gérer la mise en cache des ressources statiques, la mise en cache des données, les notifications éventuellement, l'API des background sync, ça c'est une utilité qui tourne ensemble pour l'instant. C'est si je suis dans le tunnel et que je dois acheter un produit, si je clique sur le produit, dans toutes les applications ça va planter parce que j'ai pas de connexion. Le background sync va me permettre de sauvegarder cette action critique pour mon business et la rejouer dès que je retrouve une connexion. Et c'est lui qui le fait en background. Même si je ferme l'application, le site, le service worker est toujours actif, et dès qu'il va retrouver la connexion, il va rejouer toutes ces actions critiques importantes à mon business. Donc ça c'est super cool aussi. Un truc que je connaissais pas, on avait ajouté quelle heure 45, c'est ça? Alors je vais devoir... ah oui, un truc qu'on voit de plus en plus aussi, encore une fois pour réduire la taille du livrable. Babel et ce qu'on appelle PostCSS. PostCSS c'est un petit outil qui va permettre de générer le CSS qu'on va mettre en prod. Va nous permettre d'optimiser certains trucs, notamment les préfixes vendor. Alors si dans mon composant, je sais pas moi, home.vue, bien sûr j'ai pas mis de style là, hello world, j'ai la flemme de créer un style, ici voilà. Ici, j'ai cherché une propriété de CSS avec des vendors. Attendez. J'ai oublié. Comme il y a de plus en plus de trucs gérés par défaut, il est où mon composant pour la vue? Il est là. Font smooth. Je connaissais pas. Si je régénère mon bundle, allez, tac, list CSS, tac. Si je vais chercher pour vendeur font smooth, j'ai toutes les préfixes WebKit, Moz. Bon là j'en ai que 2, mais je peux en avoir plusieurs. Si mon client ne supporte que Chrome, parce que voilà c'est leur business, c'est un truc embarqué dans du Microsoft, ça, c'est un client qui existe chez moi. Après ça sert de rajouter des préfixes sachant qu'ils ne vont pas l'utiliser. Donc PostCSS se base sur un fichier browser list RC où on va dire via une petite DSL quelle version je veux, quel navigateur je veux, et en fonction de ça, il va me générer un CSS notamment optimal. Donc là, c'est super cool, également en fonction du parmi navigateur que vous devez supporter. Si on revient sur helloworld.vue, la propriété scope, je pense que vous connaissez tous, qui nous permet de scoper une feuille de style pour ce composant-là et éviter d'impacter la feuille de style de notre composant, sachant qu'on est très mauvais en CSS et qu'on n'a pas envie de casser tout. Là, on a vu les props, pardon. Le deuxième sens de communication d'un composant, c'est du composant enfant vers un composant parent. En vue, on parle d'événements. On va pouvoir faire la même chose. Par exemple, ici, si j'ai un bouton, non, j'ai plus le temps, mais c'est pas grave. J'ai un bouton, quand je clique dessus, ça m'appelle une méthode log. Si dans cette méthode-là, en fait, j'ai envie d'émettre un événement en composant parent, dans le vrai monde Vue.js, je dois faire un this.$emit
de l'événement et du payload. Là, il y a juste une annotation à mettre. Et ça marche. Parce que je n'ai pas importé. J'ai pas de nom d'événement à mettre. Par défaut, je vais prendre le nom de la méthode. Donc, mais je peux le surcharger si je le souhaite. Et le payload qui sera envoyé en composant parent, c'est la valeur de retour de ma fonction. Donc là, c'est ma chaîne de caractères. Donc après, il y a pas mal d'outillages assez nécessaires, en tout cas quand on est développeur. Moi, j'utilise VS Code. Il y a un plugin qui s'appelle Vecture, qui fonctionne pas mal, qui propose des snippets de code pour si je casse tout là, puis je fais scaffold, je peux générer des snippets de code JS, Vue, etc. Il y a un plugin également dans Chrome qui s'appelle Vix. Alors, encore une fois, le contraste des couleurs est pas top. Qui va me permettre d'avoir l'arborescence de mes composants, de visualiser quels sont les paramètres que j'ai mis en entrée. Donc là, je vois que mon Hello World prend un paramètre message. On va pouvoir avoir aussi les événements. Donc là, c'est les événements Vue.js. Quand je clique sur un bouton, je vais mettre un événement. Je pourrais avoir tous les événements listés ici et à droite le payload qui a été envoyé. Et si j'ai Vuex comme source de vérité de mes données, je verrai ici toutes les actions qui ont été émises et le résultat de mon score après l'exclusion de l'action. C'est pas mal pour les données. Deux derniers trucs avant qu'on les regarde. Un truc que je connaissais pas. Alors, j'ai jamais utilisé de ma vie, je sais même pas si je vais pouvoir le refaire. Bon, donc, je vais déjà virer tout ça parce qu'il y a trop de code. Alors, je vais mettre un bouton show me. Quand je clique dessus, je vais appeler méthode show me. Et mon titre là, je vais. Non, c'est pas là que je vais mettre. C'est pas là que je vais mettre. Je vais mettre un composant dessus. Je savais que ça allait y aller. Un point. Je vais le mettre ici. Donc là, j'ai mon composant. Ici, je vais mettre mon bouton. Et je veux afficher mon composant Hello World seulement si j'ai ma variable show qui a. Donc on va essayer d'implémenter ça. C'est pas très compliqué. J'ai une propriété show qui est de type booléen et qui initialise par défaut à true. En TypeScript, s'il lui donne déjà la valeur, il sait me l'insérer, donc je suis pas obligé de mettre le type. Il sait que ma valeur show c'est un booléen. Comment? Ouais, mais quand ça va. Là, c'est la valeur initiale. Après, je vais le mettre à false, true, false, true, false. Et puis, je vais l'appeler comment? Show me. Show me. Show me. Show me. On rigole pas. This.show égale un magnifique show. Et si, du même côté, on va mettre un console.log, il y en a déjà un. On va mettre un console.log de j'ai régénéré le composant. Donc on est bien d'accord que c'est ce composant qui est à gauche qui est affiché ou pas en fonction de la position booléenne. J'ai déjà les erreurs. Ça va pas m'aider. Non, c'est bon. Donc là, j'ai bien, vous ne voyez pas, mais vous faites pour moi confiance, j'ai bien mon console.log régénéré moi. Si je cache et je raffiche, mon constructeur est bien exécuté. Donc là, mon composant, il est très light, donc c'est pas très coûteux, mais imaginons qu'il y a un traitement lourd qui a été fait dans mon composant et que j'ai pas envie de le réinstancier à chaque fois, en fonction de ce que c'est visible ou pas. Il y a un composant que j'ai appris l'existence hier, qui s'appelle Keep Alive. Qui connaissait? Donc là, j'ai jamais eu le cas pour l'instant, mais... Comment?
ils font un cas comme ça, c'est un peu chaud. Non, mais je reviendrai dessus après. Tu mets tout ton code dans l'équipe live. Et là, donc je vais supprimer là, je vais rafraîchir. Mon constructeur est bien appelé. Je le cache, j'affiche, je le cache, j'affiche. Il garde la même instance qui est sauvegardée en mémoire. Alors, quelle est la différence entre utiliser ça ou un vshow, ou un vhide? C'est qu'avec un vshow, ou un vhide, tous les bindings sont encore là. C'est un peu comme le ng-show ou ng-hide en AngularJS, où tous les data bindings étaient encore là parce que le composant n'était pas visible. Là, ils sont plus là. Si tu regardes le code. Non, mais je sais bien. C'est la complexité. Ah oui, ici, oui, on est d'accord. Non, je sais. Il est 45. Je crois que je suis quand même assez pas mal dans le pourcentage de choses à dire. Je sais faire de moi. Alors, mais je voulais aussi vous parler de Prettier, de Husky, des trucs que j'ajoute dans tous mes projets. Prettier pour formater votre code automatiquement, Husky pour exécuter des hooks Git avant que vous couchiez, vous lancez vos tests, etc. Husky, comme un Husky. Attends. H-U-S-K-Y. Comme ça dans tous mes projets aussi. Si on devait conclure, dans les nouveautés de la version 3, Evan Yu, le développeur principal du framework, a fait un POC sur comme les hooks en React, les avoir en Vue.js. Ils ont réécrit tout l'algorithme de gestion du Virtual DOM pour que ce soit encore plus rapide à s'exécuter. Ils ont rendu Vue, ils ont réécrit Vue en TypeScript, ils ont revu toute la structure du projet pour notamment rendre les composants fichier-cable, c'est-à-dire que si j'utilise pas le keep alive là, ça sert à rien de mettre le keep alive, le code du keep alive en prod, parce que je l'utilise jamais. Donc dans la prochaine version de Vue.js, si vous n'utilisez pas keep alive, si vous n'utilisez pas NGModel, si vous n'utilisez pas les animations, bah dans le build final, ils y sont pas. Donc voilà les gros. Et la dernière fonctionnalité, c'est pour le système de tweet data binding. Avant, il se basait sur la petite define property, c'est juste un truc basique en JavaScript où on définit les getters, etc. Là, ils ont tout réécrit avec des proxys, qui est un nouveau standard qui date de maintenant 2-3 ans. Ouais, je crois. Qui permet de faire un proxy entre un code utilisateur et une variable. Je veux que j'essaie d'y accéder en écriture, on passe par là. Donc ils ont tout réécrit en fonction des proxys et ils gagnent je crois qu'en taille, en termes de performance, ils sont 2 fois plus rapides. C'est des benchmarks qu'Evan Yu a donné, donc il a un peu biaisé, parce que c'est son produit. Mais il annonce 2 fois plus rapide que la version de proxy. Sachant qu'ils essayent de backporter certaines fonctionnalités dans la version 2 également, si possible. Donc voilà, j'ai 2 minutes de retard, mais on va avez-vous des questions? Mais du coup, tu conseilles d'utiliser TypeScript, d'attendre la version 3 avant d'utiliser TypeScript? Ouais, j'attendrai la version 3. Incessamment sous peu, ouais, j'ai pas de date. Voilà, ils en ont. Je vais noter la question. Il pourrait être utilisable maintenant pas pour ça sort en fonction Alors, donc il y aura quelques breaking changes, ouais, ils changent les modifications, niveau templating, ils seront 99% compatibles. Les choses qui changent, je l'avais en tête, j'ai oublié. À part le coup de TypeScript, si on ne fait pas de TypeScript, c'est. J'ai oublié. Pour commencer, il y a ce breaking change. Ouais. Après, si tu dois commencer un nouveau projet, bah, il sera mis en prod dans 9 ans. C'est le même discours qu'on avait avec Angular. La réécriture d'Angular était un peu plus mal, mais les gens attendaient que ça sorte en prod, en sorte en release pour commencer à développer. Quand ils devaient commencer un nouveau projet dans ce laps de temps-là, ils disaient bah, je préfère partir sur AngularJS. Oui, mais tu prends déjà du retard. Donc là, avec Vue, c'est très minime, parce que ils vont pas tout péter. Oui, comment? Ah oui, donc voilà. Il y a certains trucs qui peuvent pas. Tous vos templates, c'est 99% compatible. D'ailleurs, il y a une conf
vu Amsterdam, non pas vu Amsterdam, vu Toronto de la New qui parle de ça. Il y a une seule fonctionnalité où ça pète, mais je ne sais plus laquelle. Peut-être derrière. Non, je ne sais plus. Désolé. Tu leur donnais le nom du framework Cypress. Sur le type de live, ça se comporte comment sur le est-ce que ça a été enregistré lorsque tu... À mon, je t'avoue, comme je l'ai appris hier, je sais pas. À mon avis, ça rappelle le unmounted et tout ça parce que ça rajoute dans le DOM. À tester. Je peux le temps. Je testerai à midi. Je mettrai la réponse sur Meetup. Je vous souhaite une bonne après-midi si vous avez des questions. Et rendez-vous le 5 mars pour GDG. Merci.